Oui, donc il y a les graphiques là, qui illustrent. En fait, donc ça a commencé le 5. Enfin, localement, enfin, vous voyez, donc j'ai mis plein de stations. La- Celle qui va le plus bas, c'est Chazes-Lazergues, donc en bas, dans le sud du vignoble, dans les en bas. Euh, Chiroupe, par exemple, plutôt les en haut est en orange, là, un peu dans le milieu. Et Juliena en vert, par exemple. Alors, c'est les températures sous abri. Hein. Températures sous abri. Ce qu'il faut noter, donc, effectivement, c'est que le 5, 6, il y avait du vent. C'était une gelée plutôt noire avec du froid. On était autour de -2, on va dire. Euh, voilà, le froid s'est amplifié au fur et à mesure des jours. L'apothéose, donc le problème. Alors, il y avait déjà eu des dégâts qui avaient été faits donc à ce stade-là, 5, 6 et 7, plutôt sur les en haut, effectivement, comme l'a dit Pascal. Le 8, plus de vent du tout. Donc, effectivement, et dans cette masse froide avec une grosse hygrométrie, hein, puisqu'on a des hygrométries qui sont autour des 80% en moyenne ces jours-là. Donc, ça amplifie le phénomène. Le 8, toujours une hygrométrie relativement forte, plus de vent du tout, et par contre là, un gel assez radiatif, et où on descend sous abri, donc pour la station de Chazé à -8,2, Saint-Georges-de-Renins à -6,6, et puis dans les en haut, plutôt moins, quoi. J'ai mis le 9 sur le graphique, puisqu'il y a un sacré rebond, en fait. Le 9, il n'y a plus de dégâts. Il n'y a plus de dégâts le 9. Et on n'a jamais vraiment regelé derrière. Par contre, enfin, le problème, c'est que, enfin, le problème, c'est que depuis, là, depuis cette gelée et jusqu'à encore aujourd'hui, il n'a jamais fait vraiment beau, vraiment chaud, un jour par-ci, un jour par-là. Et du coup, tout ça patine un peu. Et à ce stade, on voit effectivement, en fonction des températures mini, en fonction du degré d'hygrométrie de la parcelle, suivant que le sol est travaillé, pas travaillé, enfin suivant plein de paramètres, on a une palette. On a une palette de symptômes en fait. Hein. Depuis des gels totaux, quasiment rien ne repousse, jusqu'à des choses qui ne sont pas touchées du tout, et en passant par toute la palette des dégâts. Le phénomène qu'on a actuellement, alors qu'il ne gèle plus, mais qui continue à faire froid, c'est qu'on voit effectivement des feuilles bien déformées, des feuilles un peu translucides. Alors, bon, il y a le phénomène de photosynthèse, mais on voit qu'il y a des feuilles qui ont eu froid dans le bourgeon, qui ont eu vraiment froid dans les ébauches dans le bourgeon et qui sont marquées quand même encore à ce stade. Quoi. Donc voilà, donc bon, il a fait froid, bon, on ne prend rien à personne. Ce qui est remarquable quand même, c'est ça, c'est cette durée sur 3 jours de gel relativement intense. Et puis ensuite, derrière, un printemps qui n'arrive pas encore. Sur les coteaux du Lyonnais, donc au niveau de température, donc c'est ce que bon, au niveau des gaz, c'est ce que Nina a dit. Au niveau de température, on a à peu près les mêmes phénomènes. On descend dans les postes sous abri, on descend moins bas que ce qu'on a eu, nous, enregistré dans le Beaujolais, puisqu'on arrive à du -4, même à la station de Saint-Laurent-d'Agny, qui est une station assez fraîche quand même. Et sous abri, on a du -4. Mais donc, je dis bien sous abri. Hein. Dehors, ça a été plus froid. Ça peut expliquer aussi le fait qu'il y a peut-être un peu moins de dégâts sur les gamets. Et avec un sacré rebond le 9, hein, sur les mini, on a eu 2 degrés au minimum le 9 quoi, et 6 à Condrieu. Donc, un joli rebond de température. Repris un peu la précocité des cépages de nos vignobles, avec évidemment la référence du chasselas, qui est en moyenne sur 50 ans débourre au 21 mars, et avec voilà, les différentes sensibilités aussi, puisque c'est ça qui va, même si on a bien remarqué que dans ce gel, il y a eu différents effets, à la fois l'effet de la précocité du cépage qu'on a du coup un peu sous les yeux, l'état aussi de réchauffement du sol, avec des réchauffements plus rapides sur les crues ou des terrains plus légers, plus sableux qui se réchauffent plus vite, donc qui engendre forcément en fait une circulation de la sève plus rapide et un débourrement plus rapide, mais aussi évidemment des notions d'exposition de la parcelle et de situations topologiques et paysagères avec des impacts forts sur les talus, les haies, sur à la fois l'impact du vent et à la fois l'impact du débourrement des parcelles.
On note quand même que effectivement le chardonnay est quasiment normalement est supposé être le plus précoce au débourrement et que c'est bien aussi la raison qui justifie le fait il est reçu en premier, c'est des dégâts importants. Et puis le gamay ne se situe pas trop loin non plus. La roussanne, dans ce qu'on a pu voir et dans ce qu'on verra, a moins reçu et elle se trouve en débourrement plus tardif aussi normalement. Et puis à côté, vous avez les résultats de la collection des débourrements de la collection qui ont été faites et suivies par la Sicarex sur les deux plantations qu'ils ont en collection à Pouilly et à Saint-Étienne. Je vous ai donc remis les stades phénologiques au 7 avril, donc c'est-à-dire juste avant les gelées, qui proviennent des bulletins, avec donc ici en Beaujolais, en Coteaux du Lyonnais Nord, les différents stades qu'on avait, le stade majoritaire qu'on retrouvait, et puis les sensibilités au gel et au froid. Donc effectivement, on peut voir constitué entre le stade 5 et le stade 6, pointe verte et éclatement du bourgeon. Et à cette époque-là, les plantes résistent à peu près à -5 et à -2 degrés. Donc comme on a pu le voir avec Nicolas, quand les températures descendent bien plus bas, on a un éclatement des cellules végétales et du coup une gelée noire sur les bourgeons. Puis sur certains stades aussi plus avancés, comme certains chardonnays, où là on a des températures létales pour la plupart des pousses. Coteaux du Lyonnais, à peu près le même constat, avec des stades qui étaient plus évolués, un stade majoritaire à l'éclatement du bourgeon, donc avec une résistance plus faible, et puis même des stades jusqu'à 2 feuilles étalées, où là on peut aller de 0 à -0,5 degrés. Quant aux côtes du Nord, on a repris aussi la partie stade phénologique au 7 avril, et on se retrouve sur à peu près les mêmes stades que les coteaux du Lyonnais. Quel impact le gel a sur la vigne? Ça, c'est une notion que les vignerons et les vigneronnes connaissent bien, puisque évidemment, le bourgeon latent principal reste fructifère. On le voit bien sur le schéma. Et puis, il y a des bourgeons latents qu'on pourrait dire presque des assurances récolte. Je dirais à l'exception près que le bourgeon latent secondaire ou les deux bourgeons latents secondaires sont moins fructifères que le bourgeon latent principal, qui est lui bien fructifère. Et puis après, il y a une autre armada de bourgeons qui sont là pour sauvegarder et pour pérenniser le cep, puisqu'ils sont là pour créer en fait du végétal qui aura pour but d'accumuler des réserves. Donc c'est sûr qu'une perte de ce bourgeon principal fructifère, ça va engendrer évidemment un déficit à la récolte. En revanche, ce que la plante va pouvoir mettre en réserve pour l'année d'après est aussi importante. Et c'est pour ça que les yeux, par exemple des bourgeons de la couronne qui sont peu fructifères ou les bourgeons dits cryptiques, donc du vieux bois, qui donnent essentiellement du végétal, restent quand même des bourgeons importants à sauvegarder. Même les prongs bourgeons qu'on peut voir à l'aisselle des feuilles qu'on appellera entre-cœurs restent du végétal important puisqu'elles accumuleront des réserves importantes pour l'année d'après et même pour l'induction florale. Si on refait un tout petit point, en fait, l'important, je dirais, dans l'impact de ce gel sur la vigne, ça va être surtout les niveaux de réserve qu'on avait sur l'année N-1, c'est-à-dire la vigueur et à la vitalité que peut avoir la parcelle. Le point plus important dans ce gel, c'est qu'on peut noter un vrai décalage dans le temps. Du départ de la vigne, c'est un faux départ en soi, mais les mises en réserve que la vigne a pu avoir en année N-1, elles sont importantes parce que c'est elles qui vont lancer, et je dirais que les organes préformés, les organes qu'on avait en formation de l'année N-1, partiront sur les mises en réserve qu'on avait dans le vieux bois, dans les sarments, dans les racines. Et c'est tout l'intérêt d'avoir justement des vignes avec une belle vitalité l'année auparavant. Dès qu'on est sur des parcelles avec des faibles vigueurs et des faibles vitalités, on peut avoir effectivement des impacts importants du gel, puisque des réserves moindres et un redébourrement des bourgeons secondaires qui se fera moins bien. Les organes préformés, du coup, évolueront jusqu'à faire eux-mêmes de la photosynthèse pour ensuite fournir cette photosynthèse. Mais pour l'instant, la plante vit essentiellement, ou en tout cas jusqu'à l'époque où on parlait, où on est rendu à 5, 6, 7 feuilles étalées, la plante vivait essentiellement sur ses réserves accumulées dans le vieux bois. Et ça, c'est le plus important à savoir, puisque maintenant, elle va stimuler ces réserves-là, justement, pour aller démarrer des nouveaux bourgeons. Il faut bien comprendre que cette énergie qu'elle va pomper, elle n'est pas non plus très, très importante, parce qu'en fait, elle est équivalente à l'énergie qu'on pourrait lui demander, sinon ensuite on repasse pour ébourgeonner. Et cette énergie-là, en fait, elle est capable de le faire en fonction des parcelles, elle peut la mettre en action pour effectivement faire débourrer ces bourgeons secondaires. Le plus important, en réalité, ça va être cette partie jusqu'à maintenant, en fait, la partie où la photosynthèse va pouvoir se faire. Et là, on est sur des situations très, très hétérogènes et parfois dangereuses et critiques pour la vigne, puisque les organes qui sont préformés aujourd'hui
sont assez rares, ont assez peu résisté, et du coup vont commencer à enclencher cette photosynthèse. Et c'est là où on aura un réel impact, puisque c'est les auxines qui vont commencer à tout simplement inhiber le reste des bourgeons, remettre en place la circulation de la sève. Et, et il faut vraiment faire attention à cette hétérogénéité dans le cep, où on se retrouve avec effectivement des organes qui sont déjà prêts à faire la photosynthèse et des organes qui nécessiteraient encore un peu de réserve du vieux bois pour repartir. Et comme la saison qu'on a eue juste après le gel n'a pas été vraiment propice à une activité photosynthétique, on se retrouve parfois avec effectivement des plantes qui sont un peu carencées, un peu chétives et qui ont du mal à sortir un peu de cet état de choc, cet état de latence. Quelle récolte du coup pour cette année? Et ça va être aussi un point important, c'est que comme vous le savez sûrement, l'initiation florale qui se fait à l'année N-1, elle dépend évidemment du cépage. Donc par exemple, les chardonnays ont une initiation florale qui se fait dans des bourgeons secondaires assez faiblement, donc on a peu de grappes dans les bourgeons secondaires, en tout cas moins que pour le gamay. Elle se fait aussi, cette initiation florale, en fonction de l'équilibre du nombre de sarments qu'on a laissés, du nombre de baies qu'on a laissés, puisque au moment de la mise en réserve, on a une compétition entre la maturité des raisins et la mise en réserve dans le vieux bois et dans les racines. Et du coup, cette compétition va se faire en fonction de la charge qu'on a pu laisser et du nombre de sarments qu'on a. Donc, moins on a évidemment de sarments sur la vigne, et plus on aura un facteur d'équilibre. Et puis, ça dépend aussi, cette initiation florale, de l'insolation directe des bourgeons. C'est bien pour ça que notre bourgeon primaire, le premier bourgeon latent, il aura tendance à avoir plus de grappes, puisque c'est lui qui sera le plus gros et recevra le plus d'insolation directe qui initiera cette floraison donc dans les bourgeons pour l'année d'après. On remarque que peu d'effet sur les débourrements entre les clones, par contre un faible effet sur le porte-greffe, selon aussi la vigueur de la parcelle. Une notion qui a été aussi importante, c'est évidemment l'effet de la taille, l'effet taille sur le débourrement qui ralentit effectivement le débourrement général de la vigne. L'importance, parce que les moyens de lutte, on n'en a pas dans notre vignoble, parce qu'on manque d'historique et puis peut-être on manque de moyens. Mais par contre, par rapport à l'époque de taille, je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on insiste, parce que c'est des choses que chacun peut faire et sur des zones un peu plus gélives, de tailler plus tardivement, parce que c'est un moyen plutôt facile de pouvoir retarder le débourrement et qui peut être un moyen de lutte, quoi. Ça marche sur tous les cépages, hein. La crotonie de la vigne fait que ça débourde d'abord au bout des baguettes, et donc ça retarde d'autant le débourrement des bourgeons qui sont les plus près du cœur de la soupe. Donc l'effet retard, il marche effectivement. Voilà, après, tout dépend de l'intensité du gel et puis de l'avancée de l'année. Cette année, on n'a pas eu de chance, il y avait quand même une certaine précocité. Et bon, ça n'a pas toujours sauvé le fait d'avoir taillé tard les parcelles. Effectivement, ça peut, dans certains endroits, faire basculer les choses. Et ceux qui l'ont expérimenté en sont bien contents. Mais moi, j'ai vu des endroits où ça avait été taillé très tard et où ça a quand même gelé. Bon, de fait de l'intensité du gel, de la répétition des gels et de la durée aussi de l'exposition au gel de certaines parcelles qui ont été très, très touchées. Voilà. Mais en soi, effectivement, ça peut sauver des situations de façon assez spectaculaire. Beaucoup de monde s'inquiète, mais à juste titre, des jeunes plantations qui ont été fortement touchées par le gel. Donc là, on a beaucoup de remontées. Et effectivement, ce qu'on observe, c'est des situations parfois assez délicates. Donc, je vais détailler dans les slides d'après un petit peu les différentes années de plantation, jeunes vignes, on va dire, jusqu'à la première entrée en production, mais des généralités. Bon, c'était d'actualité au moment où ça a gelé. C'était d'éviter le stress hydrique parce qu'un végétal qui subit ce genre de traumatisme brutal ne peut pas redémarrer si on n'a en plus pas de disponibilité ou pas suffisamment de disponibilité d'eau. En tout cas, ça retarde fortement le démarrage. Et on était justement dans une période où il n'y avait pas eu beaucoup d'eau et on avait des sols extrêmement secs par endroits. Donc, une des préconisations sur les jeunes plantiers, c'est d'amener de l'eau si jamais on est dans ce genre de situation. Ça aurait été utile dans beaucoup de… certains l'ont fait et effectivement, c'était important. Et soigner tout ce qui est aussi le binage, le travail du sol à ce moment-là pour justement aussi limiter ces problèmes de stress. Et attention évidemment à la concurrence de l'herbe. On nous pose souvent des questions. Qu'est-ce qu'on peut amener au sol pour aider rebooster les vignes? Rien.
rien sur les jeunes plantations. Un apport d'azote au sol en particulier ne sert absolument à rien juste après le gel. Ce n'est pas à ce moment-là que la vigne va avoir besoin d'absorber de l'azote par les racines. C'est un petit peu plus tard en cas de pousse chétive. On y reviendra. Ça aboutit souvent, ce genre de plantier, repousser d'un an la mise à fruit, c'est en fait une conséquence. Souvent, on va voir un petit peu les possibilités pour restaurer une souche qui aurait été très impactée, mais souvent, ça se traduit évidemment par une perte d'une année de mise à fruit sur des jeunes plants très impactés. Voilà. Et soutenir la végétation, au moment où la vigne redémarre, en cas de végétation chétive, c'est en cours de saison qu'on peut être amené à apporter une fertilisation foliaire, principalement de l'azote, mais ça peut être selon les situations aussi du potassium, éventuellement du fer sur les parcelles chlorosantes, éventuellement du magnésium, etc. Mais c'est plus tard que la vigne aura peut-être besoin d'être soutenue dans sa croissance. Donc, pour distinguer un petit peu les cas de figure, il y avait eu dans beaucoup de régions pas mal de plantations automnales, donc novembre, décembre et après début d'année, où les jeunes plantiers de l'année, plantiers 2020-2021, avaient débourré. Donc là, on peut avoir de la mortalité, clairement, puisque la vigne a normalement des réserves pour démarrer 2 fois, mais là, l'impact a été très fort. On a vu des bourgeons et des contre-bourgeons brûlés. On commence à constater vraiment, à entériner certaines mortalités dans des jeunes plantations. Les remplacements sont possibles. Le plus tôt et le mieux, à partir du moment où on décide que les pieds qui n'ont pas démarré sont fichus. Peut-être encore, là, il vient de repleuvoir. Il n'y a pas eu, comme il a été dit, de temps très poussant depuis le gel. Donc, on peut se donner encore un petit peu de temps pour voir ce qui va redémarrer et ce qui sera définitivement perdu. De façon à pouvoir, jusqu'à fin mai, début juin, prévoir dans de bonnes conditions des remplacements qu'il faudra prévoir d'arroser autant que nécessaire. Voilà. Sur les plantations de 2020, donc, qui avaient été rabattues à 2 yeux l'hiver dernier, la reprise sur les parcelles impactées, on voit qu'elle est très, très laborieuse. Donc là aussi, on est un peu dans le cas de figure tout à l'heure. Soutenir la croissance, ça veut dire éviter le stress hydrique, on l'a dit, donc travailler le sol et éventuellement prévoir une fertilisation foliaire si on a des choses qui démarrent de façon très, très peu vigoureuse, chlorotique, etc. Là aussi, remplacement des manquants, il faut attendre d'être sûr que ces plants ne redémarreront pas avant de changer des plants. On n'a pas eu, encore une fois, des conditions très poussantes. Ça peut nous amener parfois, la décision, il faut la prendre à un moment, éviter de faire des remplacements au mois de juillet, évidemment, puisque là, on a beaucoup plus de difficultés à obtenir une croissance jusqu'au bout du cycle. Voilà. Un cas de figure qu'on voit sur des souches avec des troncs établis, on peut être amené carrément à recéper une souche, parce qu'on voit sur des souches peu vigoureuses des bourgeons qui ont brûlé avec le principal contre-bourgeon aussi, où on a des reprises de végétation traitées avec d'énormément de fenêtres, des choses très faibles, parfois sur des choses comme ça, où on se dit qu'on a peut-être aussi des atteintes assez importantes qui vont entraîner des développements un petit peu soit anarchiques, soit faibles, etc. Une bonne solution peut être de recéper carrément, refaire un tronc, et en particulier sur des souches qui auraient été montées de façon un petit peu chétive, ou si on n'est pas dans une situation extrême, refaire simplement des bras, si on était sur une souche avec un premier bras, par exemple, un premier guyot. Et sur des vignes un petit peu plus âgées, donc on avait monté et mis à fruit, là, le travail des bourgeonnages, des pamprages, il est assez important pour diriger un petit peu la vigueur vers les bois qui permettront d'avoir une taille correcte et fructifère pour l'année prochaine. Là, évidemment, les rameaux seront si on peut décider aussi de recéper la souche, en particulier si on avait des souches très, très maigres. Mais ces pousses seront à protéger et à attacher. Attention à la casse dans ces cas-là.
qui peut être encore très préjudiciable. La vigne reprendrait de nouveau un shoot si une belle pousse est tombée à cause de la casse. Attention à la protection phyto. Là aussi, c'est de la jeune végétation, donc qui est par nature très sensible au mildiou. Et d'autant plus que si on arrive à avoir une croissance vigoureuse, ce qui est le but, c'est d'autant plus sensible, en tout cas à protéger jusqu'à l'aoutement, un bon aoutement. Voilà, on peut être aussi amené, ça aussi, pour privilégier la vigueur vers les pousses qui seront intéressantes à la taille, à rabattre des cèpes qu'on avait taillés en production avec une baguette et privilégier vraiment la formation du cep pour la prochaine taille, sachant que la récolte est fichue. Voilà en gros les stratégies. Alors, il n'y a pas de remède miracle, il n'y a pas de cas unique. Tout est évidemment adapté en fonction de la vigueur de la vigne, de la pousse, de la mortalité des bourgeons qui font plus ou moins de fenêtres, etc. Mais c'est vrai que parfois, dans certaines situations, on peut être amené, c'est la solution la plus logique, à refaire une souche, repartir sur un tronc propre, plus vigoureux, plutôt que de s'acharner à garder un tronc qui a du mal à redémarrer, avec trop de fenêtres, etc., ce qui fait une vigueur et des trajets de sève qui seront un peu déficients. Voilà ce qu'on peut dire. Mais en plus, je constate effectivement que plus le temps avance et plus on voit qu'il y aura des dégâts dans les jeunes plantations, de la mortalité. Je voulais vous remettre aujourd'hui les stades où on est rendu. Aujourd'hui, avec une évolution. Alors, c'est vrai, douce, des stades assez hétérogènes, une vigne qui continue quand même à pousser, mais qui décale dans le temps aussi ses besoins en minéraux, et qui aujourd'hui arrive sur un stade majoritaire où elle va commencer à activer cette photosynthèse. Elle active aussi ce flux de sève qui va commencer à piocher aussi un peu dans les réserves du sol. Donc la vigne repart. Mais on observe effectivement une décoloration, un départ chétif, des apex qui sont effectivement qui sont un peu chlorosés, où on se demande vraiment comment est-ce que ça peut avancer à l'avenir. Et puis avec une crainte aussi de cette pousse hétérogène et des dégâts que le vent peut causer. En tout cas, pour la vigne, demain, il vaut mieux bien comprendre ce qui a gelé est concrètement perdu. Ce n'est pas possible de limiter la perte de récolte aujourd'hui. Par contre, on va surtout jouer demain sur le poids des grappes, qui sera plus lié d'ailleurs à l'alimentation hydrique. Et on verra avec Nina que c'est la concurrence hydrique qui sera importante à gérer après. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est soutenir la vigne pour relancer la photosynthèse, réactiver ce flux de sève pour que ça circule correctement, réactiver l'évapotranspiration aussi pour relancer aussi la vigne, et puis l'absorption racinaire, et réussir une belle fleur et une belle initiation florale pour l'année prochaine. C'est vrai qu'il y a un décalage. C'est qu'aujourd'hui, maintenant, la vigne, elle va venir piocher dans cette réserve, et que majoritairement, l'engrais a été peut-être positionné un peu tôt en saison. Si jamais il n'a pas été passé, on peut conseiller quand même une fertilisation légère pour soutenir. Si par contre il a déjà été passé, pas de surfertilisation au sol, ça ne servirait à rien, ça serait assez inutile. Mais ça pourrait être intéressant de le faire maintenant si jamais il n'a pas été appliqué. Et puis soutenir, maintenant que la vigne repart en engrais foliaire, il faut bien se dire que toutes ces solutions sont bien à condition que la vigne soit capable de le recevoir. Donc là, elle est à un stade où elle est en mesure de le recevoir. En revanche, pour la soutenir, il faut qu'elle soit aussi dans des bonnes conditions. Et ces conditions-là, c'est des conditions majoritairement de température, qui sont souvent des températures supérieures à 15 à 20 degrés, avec un temps ensoleillé, qui permettent et une hygrométrie assez haute, à plus de 50%, qui permettent à la plante, via la cuticule réhydratée, d'absorber ces produits et de pouvoir réagir à ces produits aussi. L'important, c'est qu'aujourd'hui, la vigne, elle va vouloir réactiver sa photosynthèse. Elle va donc avoir besoin d'éléments essentiels comme de l'azote, qu'elle va piocher en partie dans le sol. Je dirais que la réflexion autour de l'engrais foliaire se fera vraiment sur des vignes où on sent qu'il y a une vigueur, en tout cas une pousse qui patine, une vigueur qui est faible, avec aussi pourquoi pas des compléments aussi en bord qui permettront la synthèse de parois cellulaires, essentiellement pour la division aussi cellulaire et la croissance reproductive, donc la croissance de la grappe et la mise en place de l'initiation florale, ainsi que le transport du potassium qui permettra de réguler derrière aussi les stress hydriques si on a un coup de chaud un peu plus tard. Donc là, effectivement, il y a quelques éléments à noter. Le potassium, le bore, l'azote qui peuvent être intéressants à la seule condition que la vigne
Et c'est pour ça qu'il faudra attendre peut-être un retour un peu des chaleurs et du soleil pour voir si la vigne se requinque d'elle-même, si elle arrive à puiser ce qu'il y a dans le sol. Et majoritairement, dans les engrais qu'on peut nous proposer, il y a aussi d'autres solutions peut-être plus simples, moins fertilisantes, comme des purins d'ortie, des purins de consoude qui peuvent rééquilibrer aussi la plante, et des produits avec de l'acide salicylique, de la reine des prés, des saules et des osiers qui sont proposés pour aider à la circulation des fluides sève. Ce qu'on propose comme conseil aujourd'hui, c'est sûr qu'on ne le proposait pas il y a quelques temps. La vigne avait besoin de se remettre de ce choc un peu du gel. Aujourd'hui, on peut, sur des parcelles effectivement qui ont du mal à repartir, conseiller effectivement un apport d'engrais foliaire. Je voulais juste faire un petit rappel sur le fait que le conseil qu'on apporte avant un épisode de gel, c'est plutôt de ne pas intervenir au moins une semaine avant, que ce soit du travail mécanique ou même la destruction d'un couvert végétal. Ces deux techniques qu'on peut pouvoir mettre en place, en fait, elles vont avoir tendance à libérer de l'humidité et l'humidité va amplifier le phénomène de gel. Donc, quand un gel est annoncé, l'idéal, c'est de ne pas intervenir du tout. Et puis après, comme ça a été dit là pour des vignes plutôt jeunes, l'idée, ça va être de limiter la concurrence pour l'eau et pour l'azote au niveau des vignes et ainsi limiter la concurrence au profit du poids des grappes. Après, on peut aussi envisager de faire un travail mécanique pour favoriser la minéralisation et donc donner à la vigne de l'azote disponible maintenant où elle est capable de l'absorber. Et puis, on peut aussi, il y a pas mal de couverts végétaux, d'engrais verts qui sont encore en place dans les vignes. Selon le mode de destruction, on peut envisager de détruire maintenant pour espérer avoir l'apport en azote au moment de la floraison. Et en tout cas, au moment de la nouaison, pour moment en fait, qui est clé au niveau de l'absorption de l'azote. Donc, ce qui est important, c'est de ne pas intervenir avant et maintenant de limiter la concurrence pour l'eau et pour l'azote au niveau des vignes, en maîtrisant bien l'herbe, en tout cas. Pour les parcelles qui sont avec des pertes supérieures à 40%, on conseille de faire des ébourgeonnages et des épamprages assez stricts pour favoriser justement un choix de rameaux qui permettent d'approcher la taille de l'hiver en sélectionnant des rameaux plus forts où le flux de sève fortifiera ce rameau-là de façon à ne pas avoir effectivement trop de temps de taille, pas de grosses plaies de taille non plus à l'hiver et favoriser et optimiser l'induction florale puisque la vigne aura tendance à repartir pour les bourgeons gelés de façon un peu anarchique et c'est vrai buissonnante et c'est vrai qu'en ébourgeonnant, on favorisera aussi cette induction florale grâce à l'insolation que les bourgeons recevront, donc en favorisant du coup l'année prochaine une sortie de grappe intéressante. Et puis bien évidemment, protéger la vigne jusqu'au bout, même si essayer d'éviter absolument les impasses, les impasses de protection phyto, puisque il y a deux raisons pour ça. C'est que c'est bien sûr le végétal qui sera très important pour la mise en réserve. Il faudra donc conserver des feuilles avec une photosynthèse active pour la mise en réserve de l'année prochaine, afin que la vigne, à son redépart au printemps 2022, puisse repartir avec des réserves accumulées. Et donc, après, l'autre solution, ça serait de réussir à pouvoir réduire la dose en fonction du volume foliaire. Donc, s'il y a un gel important, on peut décaler le moment du premier traitement. Et voilà, ne pas se faire surprendre sur des vignes qu'on aurait pu un peu laisser à l'abandon puisqu'elles auraient gelé, bien continuer à les protéger jusqu'au bout. Donc, suite à ce gel, il y a eu un certain nombre d'annonces politiques, que ce soit au niveau de l'État ou au niveau des collectivités territoriales. On pourrait classer ces mesures d'aide en trois grandes catégories. Il y a des mesures d'aide d'urgence, des mesures d'aide exceptionnelles et des mesures d'aide, on va dire, structurelles. Alors, pour les mesures d'aide, aujourd'hui, on en est toujours au stade des annonces. Les mesures d'aide d'urgence, c'est des choses parfois qui sont connues. C'est au niveau de la MSA, la possibilité de report, voire de suppression de charges. Ce n'est pas encore tout à fait acté. La possibilité de dégrèvement de la taxe foncière sur le non bâti. La nouveauté dans ces mesures d'urgence, c'est aussi la mobilisation de la possibilité du chômage partiel pour les entreprises qui auraient des salariés pour lesquels ils n'avaient pas de travail à faire. Alors, c'est plutôt tout de suite après
après le gel. Il est vrai que maintenant, les travaux dans la vigne vont reprendre et comme on vient de le voir, il ne faut pas nécessairement les négliger. Ça peut s'appliquer également d'ailleurs aux structures coopératives ou aux ODG enfin, principalement aux coopératives, qui pourraient avoir aussi besoin de mobiliser ce chômage partiel. Il y a toujours la possibilité de mobiliser des PGE, des prêts garantis de l'État pour des problèmes de trésorerie. Et puis la nouveauté pour l'urgence, c'est le fonds d'urgence qui aujourd'hui est à la main des préfets, qui doit être adapté aux réalités territoriales et qui doit permettre aux exploitations de faire face aux problèmes de trésorerie immédiats. Donc, pour le département du Rhône, c'est 435 000 euros qui sont dédiés. Ça représente environ une centaine de dossiers sur l'ensemble du département pour l'ensemble des productions, arboriculture et viticulture. Il y a, on va dire, un cadrage régional et après, il y aura une adaptation locale sur l'examen des dossiers, mais le cadrage régional vise à dire que il y a des critères d'éligibilité, c'est-à-dire que bien entendu, il faut faire preuve d'une perte supérieure à 30%, donc il peut être fait de façon collective. Et puis, il faut être en situation de détresse économique. Alors, c'est sûrement le plus difficile à apprécier, mais effectivement, une exploitation qui a vraiment des gros problèmes de trésorerie ou de difficultés économiques peut être éligible. Et ensuite, derrière ces critères d'éligibilité, il y a des critères de priorisation qui va viser principalement à prioriser d'abord les jeunes installés qui sont installés depuis le 1er janvier 2019 et ensuite prioriser également les exploitations qui auraient subi dans les années antérieures d'autres aléas climatiques, genre grêle ou vargelle. Voilà. Et donc, c'est sur ces bases-là de critères d'éligibilité et de priorisation que seront validées des aides aux exploitations les plus nécessiteuses et qui pourraient être au de l'ordre de 3 000 à 5 000 euros par exploitation. Ça, c'était les aides d'urgence. Ensuite, il y a les aides exceptionnelles. Et les aides exceptionnelles, elles sont dans le cadre du fonds de calamité. Théoriquement, la vigne n'est pas éligible à ce fonds de calamité puisque elle peut être assurée. Néanmoins, le Premier ministre a annoncé qu'exceptionnellement, on pourrait ouvrir le fonds de calamité qui pourrait couvrir jusqu'à 40% des pertes pour les viticulteurs qui sont assurés ou non assurés. Alors, le dispositif n'est pas encore en place, on ne connaît pas encore les modalités de mise en œuvre. Ce qui est certain, c'est qu'il y aura des réunions de terrain sur le mois de juin pour valider le fait que globalement, le vignoble du département est bien sinistré à plus de 30%. Et dans ce cadre-là, on pourra effectivement imaginer le fait que les exploitations puissent émarger au fonds de calamité. Et ça sera après sur la base de la déclaration de récolte qui pourra faire valoir une perte supérieure à 30%. Et puis enfin, les mesures, on va dire, structurelles qui viendront dans un deuxième temps, mais il faudra veiller à pouvoir faire avancer ces mesures structurelles parce qu'on s'était déjà dit ça en 2017. C'est le fait qu'on constate que le dispositif d'assurance en viticulture a ses limites, qu'on n'est pas normalement éligible au fonds de calamité, que les dispositifs de protection même si le Beaujolais n'est pas équipé. On a vu que dans les autres vignobles, ça pouvait être aussi pas suffisant. Et donc, il faut effectivement essayer de reformer un peu ce dispositif assurance, calamité, protection pour que des événements de ce type puissent être vraiment pris en charge par la solidarité nationale si ça devait se reproduire. Voilà, donc aujourd'hui, on est toujours sur des annonces de mesures. Les choses sont en train de se mettre en place. À la fin de la semaine, il y a une réunion avec la DDT et l'ensemble des partenaires MSA, DGFIP, enfin tous les partenaires qui sont susceptibles
d'apporter une aide aux vignerons en difficulté. Et donc, vous avez sur la diapositive des numéros de téléphone et des contacts pour vous faire connaître, et en particulier les exploitations qui sont les plus en difficulté ou en détresse financière. N'hésitez pas à faire remonter vos besoins. On pourra éventuellement le traiter dans le cadre du fonds d'urgence qui est à la main du préfet. Et puis, dernier point également, rappeler également qu'il y a un dispositif rebond dans le département qui associe la Chambre des cultures, mais aussi la MSA, enfin tous les organismes, Solidarité Paysans, etc., tous les organismes d'accompagnement en situation difficile. Et que si vous repérez auprès de vous, de vos voisins, des exploitants qui sont en difficulté, n'hésitez pas à les orienter vers cette cellule rebond qui peut les aider soit dans l'accompagnement humain, soit dans l'accompagnement financier, soit dans l'écoute. Donc voilà, je pense qu'il ne faut pas hésiter à faire remonter ces besoins. Juste en conclusion, un petit tableau pour essayer d'avoir une clé de décision assez importante pour se rassurer aussi et puis pour avancer sur les travaux à la vigne. Mais effectivement, tous les dégâts qui seront inférieurs à 40%, on peut espérer une reprise, en tout cas une quasi complète compensation des récoltes, surtout sur Gamay où on aura effectivement des bourgeons secondaires qui reprendront le relais avec des grappes préformées. Et puis, en fonction évidemment des conditions, en espérant que la météo s'améliore, que les conditions s'amélioreront aussi pour que la floraison se passe dans les meilleures conditions possibles, en fonction des conditions phytosanitaires aussi, des pressions, et puis de l'entretien du sol. Voilà, on peut espérer une quasi complète compensation, donc, où on revient sur des rendements à peu près normaux. Entre 40 et 60% de dégâts, on peut s'attendre à une récolte partielle, l'objectif étant bien d'assurer le bois de taille et la mise en réserve pour l'année prochaine. De toute façon, ce sera difficile de rattraper, même quasiment impossible de rattraper par effet de compensation sur la grosseur des grappes la totalité de la récolte. Et puis aussi de 60%, eh bien, il faudra évidemment s'attendre à peu ou pas de récolte, mais assurer la pérennité du cep reste l'objectif principal avec effectivement la mise en réserve, mais surtout aussi bien faire attention à l'architecture du cep, donc ne pas hésiter à retravailler et bourgeonner un peu moins pour conserver les bonnes reprises, pour vraiment mettre en place une architecture correcte sur la vigne qui soit cohérente avec la vitalité du cep.